Les tables rondes by TL7 Business avec l'IAE Saint-Étienne, l'école de management universitaire qui forme les managers de demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous proposé sur TL7, les tables rondes by TL7 Business, un rendez-vous où nous avons décidé de réunir régulièrement ici autour d'un plateau des chefs d'entreprise, des experts, des institutionnels pour aborder différents sujets qui font l'actualité dans le département de la Loire pour qu'on parle ensemble des grandes mutations économiques de notre territoire. Aujourd'hui, nous abordons un thème central, à la fois industriel, énergétique, stratégique, c'est le nucléaire. Depuis quelques années, l'État a replacé le nucléaire au centre du jeu, véritable aubaine évidemment pour les territoires. Regardez ce reportage de Sylvain Tizy. Emmanuel Macron en visite à Belfort, c'était le 10 février 2022. Ce jour-là, le président de la République annonce un plan d'envergure à près de 80 milliards d'euros, la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 à l'horizon 2038 et le prolongement des centrales existantes. La France veut relancer la machine nucléaire. En amont des géants du secteur, l'écosystème des PME sous-traitantes attendent maintenant ces futurs chantiers. La région Auvergne-Rhône-Alpes, championne française du nucléaire, elle est le numéro 1 dans ce domaine et s'appuie sur des savoir-faire uniques en mécanique, en métallurgie et en ingénierie. Des compétences stratégiques pour porter concrètement ce grand virage industriel. Alors, comment l'État donne-t-il l'impulsion? Comment les acteurs nationaux et régionaux s'organisent-ils? Et surtout, quelle place le département de la Loire peut-il prendre dans cette nouvelle ère industrielle? Pour répondre à toutes ces questions, un panel de chefs d'entreprise et de représentants des entreprises avec nous aujourd'hui. Je vous présente nos invités, à commencer par Irène Breuil, qui est présidente de la délégation stéphanoise de la Chambre de commerce et d'industrie. Irène Breuil, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de venir nous voir aujourd'hui. Face à vous, Pascal Michaud, président de l'UIMM Loire, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Pascal Michaud, bonjour. Vous êtes par ailleurs dirigeant de CEPM Industrie. Vous nous présenterez votre entreprise tout à l'heure. Jacques Patras est avec nous également, dirigeant de Précision Stéphanoise Industrie, PSI, une entreprise de mécanique de précision, par ailleurs administrateur de l'UIMM Loire et de Mécaloire et référent Mécaloire pour Fusion 42, dont nous parlerons dans quelques instants. Et puis face à vous, Jacques, nous avons Yannick Marcon. Bonjour, bienvenue Yannick. Vous dirigez Pichon Mécanique, une entreprise familiale, plus que centenaire, installée à Lorme. Et ensemble, vous participez à la création de Fusion 42, une véritable démarche collective qui fédère des entreprises, des acteurs autour de la filière du nucléaire dans le département. Et puis nous serons rejoints tout à l'heure par d'autres invités et que j'aurai le temps de vous présenter. Nous parlerons financement et recherche. Avant de vous entendre, madame, messieurs, je voudrais que nous donnions la parole à une représentante de l'État, car évidemment, c'est l'État qui pilote la stratégie en matière de nucléaire. Il revient au préfet, au service de l'État dans le département, de soutenir la dynamique nationale, d'accompagner les territoires dans l'accès au marché du nucléaire. Nathalie Prouez est sous-préfète de la Loire. Elle nous explique pourquoi nous avons toutes les cartes en main pour faire bonne place, figurer dans les départements qui s'investissent dans le nucléaire et qui y réussissent. Je pense et nous sommes tout à fait convaincus du fait que la Loire dispose de tous les atouts pour jouer sa carte finalement sur l'opportunité que représente cette filière du nucléaire qui est relancée. Tout d'abord, le secteur industriel. On a une longue histoire industrielle dans la Loire, mais qui est aussi une force actuelle avec un secteur industriel qui a un poids important puisque le taux d'emploi finalement du secteur industriel est supérieur au niveau national en moyenne. Nous avons à la fois de la main-d'œuvre, mais des savoir-faire qui seront tout à fait utiles, soit pour les entreprises qui sont déjà positionnées sur le secteur du nucléaire, soit pour des entreprises, je pense par exemple à celle du secteur d'automobile qui, pour certaines d'entre elles, voudraient se repositionner. Donc d'abord, cette capacité de résilience et d'adaptation qui est assez caractéristique de l'industrie de la Loire, première chose. Deuxièmement, on a également, au-delà des entreprises elles-mêmes, un écosystème favorable et favorisant avec le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est là aussi très développé dans la Loire. Bien sûr, l'université Jean Monnet, mais également de grandes écoles, Télécom, l'école des mines. Nous avons également un enseignement technique de qualité. Je pense à
au CFAI de l'UIMM qui a été inauguré il y a peu de temps et donc qui est vraiment un fleuron de modernité, je dirais, de l'industrie. Et puis effectivement l'ISTP IRUP qui est positionné sur le génie nucléaire, donc exactement dans le secteur que nous évoquons aujourd'hui. Un bémol à tout cela, c'est certainement la communication autour de cette capacité qu'a le département de la Loire à se positionner sur le secteur du nucléaire. Et comme je vous le disais, nous avons le savoir-faire et il faut donc également développer le faire-savoir sur ce que les entreprises ligériennes sont capables d'apporter à cette filière française du nucléaire. Le faire savoir, c'est justement ce qu'on fait aujourd'hui dans cette émission Table Ronde by TLC Business. Merci beaucoup de venir nous voir aujourd'hui pour parler de cette dynamique autour du nucléaire. On va commencer par justement quelque chose qui répond un petit peu au propos de Madame la sous-préfète. C'est cette volonté de coordonner, d'unir les forces de toutes les institutions, toutes les industries qui travaillent sur le nucléaire dans le département avec la création de Fusion 42, une initiative née de la Chambre de commerce, de l'UMM, de Méca Loire notamment. Irène Breuil, vous êtes présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, l'une des fondatrices, l'un des membres fondateurs de Fusion 42. Comment est née cette démarche et quel est son objectif ? Comment est née cette démarche, Sylvain ? Tout simplement, nous nous sommes dit qu'avec les informations nationales que nous avons, que parier sur le nucléaire, c'est miser sur notre avenir. Parce que voilà, le nucléaire, c'est une chance pour l'industrie, pour l'emploi, pour notre territoire. Madame la sous-préfète l'a très bien dit, on est un territoire industriel. On a beaucoup de savoir-faire, on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de filières d'excellence dans la Loire. Donc ce nouveau débouché avec le nucléaire va nous permettre vraiment de mettre en évidence toutes les compétences et toutes les qualités qu'a notre territoire pour développer cette filière du nucléaire. Donc on est partis un petit peu tous de cette conclusion en se disant comment pourrions-nous nous rassembler, parce que vous savez que le faire ensemble sur le territoire, on aime beaucoup. Donc comment pourrions-nous nous rassembler, nous retrouver pour positionner cette filière du nucléaire de façon importante et durable sur le territoire. C'était important de se réunir, Pascal Michaud, au-delà des organisations type UMM, Méca Loire, de créer une structure dédiée ? Oui, c'était important parce que notre territoire a finalement toujours fonctionné comme ça. On est un territoire qui est né de l'industrie et qui vit par l'industrie depuis des générations. On a, juste pour vous replanter le décor, on a vécu notre deuxième révolution industrielle dans les années 80. On a perdu la mine, les cycles, la manu. Et notre écosystème industriel s'est assez rapidement adapté. On faisait plus de la production de masse, de volume. On a fait de la production unitaire ou de petite série. Et c'est une typologie d'entreprise qui correspond parfaitement au marché du nucléaire aujourd'hui ? Le nucléaire, c'est des dizaines de réacteurs, mais ce n'est pas des milliers d'exemplaires comme les voitures. On a un outil industriel, un écosystème où on se connaît tous, on sait qui sait faire quoi et très bien. Cet écosystème, on l'a déjà adapté à la défense, on l'a déjà adapté à l'aéronautique, ça fonctionne. Il y a presque pas grand-chose à faire pour l'adapter au nucléaire. Il faut adopter cette dynamique autour du nucléaire pour répondre à la stratégie nationale. Jacques Patras, vous êtes dirigeant d'une entreprise également, d'industrie, on présentera PSI tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très vite la structuration de la filière nucléaire en France ? Parce que, évidemment, c'est hyper cadré, avec des chaînes de valeur différentes. Est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne ? Alors, la filière nucléaire, elle part, on va dire, des grands donneurs d'ordre, qui sont Framatome, EDF, Orano. Ensuite, on a tous les équipementiers de rang 1, qu'on retrouve un petit peu aussi dans l'automobile. C'est un peu la même organisation. Donc, ces équipementiers de rang 1, finalement, vont prendre des gros contrats à plusieurs millions d'euros. Et ensuite, les équipementiers de rang 2, dont nous faisons partie, qui, eux, vont sous-traiter, vont fabriquer pour les rangs 1, voire les rangs 2. Donc il y a une vraie présence dans la Loire d'équipementiers de rang 2. Yannick Marcon, vous en êtes, PSI également, CEPM. On sent qu'il y a un vrai truc qui se passe dans la Loire, il y a un vrai savoir-faire autour du nucléaire déjà, c'est ce qui provoque la création de Fusion 42 ?
Oui, tout à fait. Comme l'a très bien dit Pascal, effectivement, il y avait déjà un savoir-faire, quoi. Donc, et comme on fait de la pièce unitaire pour la plupart d'entre nous ou de la petite série, on tombe parfaitement entre guillemets dans ce besoin parce que on a le REX, enfin le retour d'expérience, on a su démontrer dans le passé notre capacité à produire de la pièce et cette savoir-faire d'essayer entre guillemets de faire bon du premier coup, on y reviendra peut-être parce qu'effectivement le nucléaire demande un haut niveau de qualité et effectivement on tombe de plus en plus dans la Loire parce qu'on a cette culture d'essayer de répondre à ce besoin, c'est-à-dire encore une fois de faire bon du premier coup. On parlera justement des barrières à l'entrée parce que c'est un secteur évidemment qui demande des savoir-faire particuliers, des normes particulières. Quels sont les objectifs de Fusion 42? C'est aussi de faire monter en compétence des entreprises qui ne sont pas comme vous déjà très implantées dans la filière? Oui, oui, absolument. C'est une façon de... On a déjà identifié, je crois, une centaine d'entreprises. Pascal, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises. Une centaine d'entreprises qui travaillent dans le nucléaire. Mais on a aussi bon nombre d'entreprises sur le territoire qui ont envie de monter en compétences, de diversifier leur activité et qui ont envie de se diriger vers le nucléaire. Donc Fusion 42, effectivement, un de ses objectifs sera d'accompagner les entreprises vers cette démarche du nucléaire. Comme vous l'avez dit, faire du nucléaire ou usiner du nucléaire, fabriquer des appareils destinés au nucléaire, ça demande beaucoup, ça demande des agréments, ça demande... pas mal de choses. On a une base de compétences qui est là. On a des entreprises qui sont déjà certifiées, on va dire. Maintenant, charge à nous d'identifier les entreprises qui ont envie de se diversifier et de les accompagner dans ce développement. On parlera après d'actions très concrètes qu'organise Fusion 42. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui du nucléaire? On a évoqué la stratégie nucléaire du président de la République. Aujourd'hui, on est vraiment dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a des constructions qui s'opèrent aujourd'hui. Quels sont les grands défis qui attendent les entreprises du nucléaire dans les prochains mois, les prochaines années? Déjà, je pense que c'est avoir les compétences pour faire face à la demande, puisque l'inquiétude quand même des grands donneurs d'ordre est de se dire, compte tenu de l'étendue des projets qui sont à venir, est-ce qu'aujourd'hui on a encore les compétences, que ce soit sur notre territoire au niveau national, pour faire face à la demande croissante qui va arriver. C'est s'assurer faire un état des lieux et s'assurer que tout le monde est au point. Sachant quand même qu'il y a quelques années, on avait dit qu'on arrêtait le nucléaire. Donc finalement, la filière a commencé un petit peu à se désengager. On a commencé à arrêter une centrale en Alsace. Et puis, volte-face gouvernementale, et Dieu merci, conflit avec l'Ukraine et augmentation évidemment du pétrole et du gaz. On s'est rendu compte qu'il fallait que le nucléaire... Du coup, le nucléaire redevient une énergie stratégique. Elle a été décarbonée par la Commission européenne. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut vraiment que l'ensemble du territoire et du pays s'organise pour faire face à ces enjeux. Donc les enjeux, ils sont à la fois industriels, mais ils sont aussi au niveau des compétences, de former des compétences, parce que c'est un milieu qui est relativement exigeant et on a vraiment besoin d'avoir des collaborateurs qualifiés sur toute la chaîne de production des équipements. On parlera effectivement formation, un autre grand défi. Pascal. Là, on est actuellement à un tournant industriel de notre pays. Et quand on est à ce tournant industriel, c'est aussi une volonté que notre pays reste souverain, libre et indépendant. Ça passe par l'industrie. Celui qui ne maîtrise pas la fabrication de ses armes est dépendant de quelqu'un d'autre. Celui qui ne produit pas de manière autonome son énergie sera dépendant d'un autre pays ou d'un autre bloc. C'est vraiment essentiel qu'on réindustrialise le pays. Il est toujours en phase de désindustrialisation. Parce que c'est la seule garantie de notre indépendance future. On est d'accord que c'est aussi un marché, le nucléaire, in fine, qui est franco-français, c'est-à-dire que les entreprises choisies pour fournir les grands donneurs d'ordre sont forcément des entreprises françaises? Il y a une préférence là-dessus, et c'est très bien, parce que
nos clients sont français et le client du client est français. Donc il y a moins de concurrence internationale sur ces domaines-là. C'est quand même important, moi je trouve, qu'avant d'aller voir ailleurs, on essaye de bien travailler ensemble et de démontrer qu'on est capable de le faire ensemble. Parce qu'oublions pas une chose importante, pour moi aussi, c'est le respect du planning et le respect du calendrier. En France, on a besoin de démontrer, je pense au monde aussi, que le futur programme EPR2 sera un succès dans le planning annoncé. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois, eux, ils mettent 70 mois à sortir un réacteur nucléaire. Nous, par le passé, on n'a pas été très bon là-dessus. Je pense que c'est hyper important qu'on essaye de montrer au monde qu'on est capable de faire mieux. Non seulement bon du premier coup, mais dans le calendrier pour après le vendre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le contrat EPR2, c'est franco-français. Mais derrière, il faut imaginer, j'espère pour EDF, de vendre d'autres centrales, entre guillemets, à travers le monde. Et pour ça, il faudra effectivement démontrer. Cet EPR2, justement, du budget, il y a une mobilisation particulière de Fusion 42 sur ce dossier-là. Oui, absolument. On accompagne donc les entreprises, comme on a dit. On est en train d'écrire des offres pour accompagner les entreprises. Il y a une plateforme qui s'est mise en place, qui a été créée par la CCI de région et les CCI territoriales, qui s'appelle CCI Business. Et elle est gratuite, elle est facile d'accès. Elle permet aux entreprises de s'inscrire et de se mettre en surveillance sur les appels d'offres qui vont sortir. Et de voir comment elles vont pouvoir justement s'inscrire dans tel ou tel projet. Donc ça, c'est important, ça existe. Il y a un chantier sur des offres qu'on est en train de construire qui est important aussi. Et je voudrais quand même apporter une petite précision à ce moment de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces appels d'offres qui sont là autour du nucléaire pour des entreprises qui sont certifiées ou qui vont se faire certifier, mais il y a aussi du travail pour d'autres entreprises qui ne sont pas du secteur du nucléaire. Il y a par exemple actuellement un appel d'offres qui court pour des fabrications de cuisine. Il va y avoir des tas d'aménagements autour de ce chantier immense, donc nos entreprises qui font déjà du nucléaire seront présentes, mais il y a aussi d'autres entreprises du territoire qui vont pouvoir participer. Ça, c'est important de le dire, et on va pouvoir trouver ces informations sur la plateforme. Voilà. CCI Business. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on franchisse les portes de vos usines, de vos entreprises respectives. Messieurs, on va commencer par vous, Yannick Marcon, pour bien comprendre ce que représente le nucléaire et ce qu'on fait dans la Loire très concrètement. Vous dirigez une entreprise centenaire, créée par votre grand-père à Lorme, une cinquantaine de salariés aujourd'hui. Vous êtes spécialisé dans l'usinage de pièces de très grande dimension. Je vous laisse poursuivre la présentation de Pichon Mécanique à Lorme. Alors oui, effectivement, on fabrique des pièces de grande dimension. Alors il faut imaginer on parle en mètres et en tonnes. Donc effectivement, nous, le transport est vite un sujet. Typiquement, donc, on essaye de trouver des clients, on va dire, à 10 km avant de faire 1000. Et c'est vrai que l'industrie nucléaire, les clients sont français, c'est vraiment pour nous effectivement un secteur hyper important à ce jour, surtout qu'encore une fois on fait de la pièce unitaire. Et nous, quand on fait de la pièce unitaire, un de nos soucis c'est la visibilité à moyen ou long terme, et ça, très peu de secteurs aujourd'hui, à part le nucléaire, peuvent nous l'apporter, puisque ce qui est important dans le nucléaire, normalement, c'est la qualité de travail, je vous l'avais dit. Donc lorsqu'on fait bien notre travail, l'avantage, c'est qu'il y a quand même une notion de fidélité avec les clients qui font que tu reviens concrètement. Donc si c'est dur d'entrer, mais c'est facile de rester, c'est ça? C'est un peu ça. C'est facile de rester, sous réserve de bien faire son travail. Évidemment. Ça, c'est hyper important, parce qu'un autre sujet, attention, le nucléaire, c'est aussi une industrie où l'erreur peut coûter très cher. Je ne sais pas si on y reviendra. Mais heureusement que c'est un secteur exigeant. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de fidélité qui permet de se dire, si je fais bien mon travail, je ferai, si je fais Panly, je ferai Gravelines, et in fine aussi le budget. Donc la culture du zéro défaut est bien implantée chez Pichon Mécanique. Aujourd'hui, que représente le nucléaire dans votre chiffre d'affaires, et quelle est la progression sur les 10 dernières années, par exemple? Alors nous, aujourd'hui, on est quasiment à 50% du chiffre d'affaires qui tourne autour de 8 à 10 millions d'euros. C'était moins de 10 il y a 5 ans, donc effectivement, ça monte très vite en puissance. Ça va continuer à monter, alors j'aimerais que ça reste autour de 50%. Par contre, voilà, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en plus, le nucléaire est très exigeant en termes de demande, donc en termes de staff aussi. Il faut avoir, entre guillemets, cette notion en tête. Et lorsqu'on se staff au niveau des improductifs, notamment pour répondre, parce qu'il y a beaucoup
y a beaucoup de papier à produire dans le nucléaire, on va pas se mentir. D'autres secteurs d'activité qui n'en ont pas besoin n'ont pas forcément envie de payer pour ça. Donc attention, le nucléaire est très demandeur à ça et j'invite à ceux qui veulent se lancer là-dedans à bien effectivement comprendre les exigences, d'où l'intérêt de Fusion 42 et d'où l'aspect normatif est très chronophage. Voilà. Et parce que derrière, ça demande des investissements, notamment humains, qui font que les autres secteurs risquent après potentiellement de dire mais non, j'ai pas envie de payer pour ça, j'en ai pas besoin. Ça déshabille le reste de la production. Pascal. Oui, on va être pour le nucléaire à peu près dans la même structure et la même façon de fonctionner que l'aéronautique. Pareil, on n'a pas le droit à l'erreur sur les pièces aéro, ou pour la défense. Donc on a cette vocation à travailler pour le nucléaire. Il faut démystifier aussi ce qu'est le nucléaire sur toutes les entreprises métallurgiques du secteur. Juste aussi pour replacer en perspective, sur la Loire, une partie de la Haute-Loire, c'est 1200 entreprises, la métallurgie, avec 25 000 emplois. Si on fait la moyenne, c'est 20 personnes par entreprise. On est dans des petites structures. Donc, toutes ne pourront pas porter ces investissements dont parlait M. Marcon. Et en revanche, certaines locomotives, comme Pichon ou comme PSI, eux auront accès et redéclineront leur travail. Le ruissellement s'opère comme ça aussi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Jacques Patras, votre entreprise, donc PSI, Précision Stéphanoise Industrie, le savoir-faire de la mécanique de précision stéphanoise, alors on est à l'inverse des très grosses pièces de Yannick Marcon pour Pichon Mécanique, que représente aujourd'hui, présentez-nous votre entreprise et puis ce que représente le nucléaire dans votre activité. Donc PSI est une entreprise qui a 25 ans d'ancienneté, donc 2 800 000 euros de chiffre d'affaires pour 15 collaborateurs. Le marché du nucléaire représente 50% de notre activité et a vraiment, un peu comme Yannick, avec Pichon, sur les dernières années, on a vraiment pris des parts de marché extrêmement importantes. Comment on a fait ça? En fait, on s'est structuré en mode projet. C'est-à-dire qu'on a créé déjà la fonction de chargé d'affaires, de manière à pouvoir répondre aux appels d'offres. On a renforcé notre système qualité, parce que comme le disait Yannick, il y a énormément de documentation à faire. Mais tout ça, on arrive à le vendre, parce que ce secteur va demander, je dirais, une organisation et puis une documentation pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Et c'est jouable à 15 salariés d'avoir des unités qui gèrent l'aspect normatif? Il n'y a pas de souci, il faut juste bien s'organiser et surtout, nous, on prend des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. On ne sait pas tout faire. Par contre, on va utiliser les compétences du territoire de manière à aller chercher les bonnes compétences au bon moment pour répondre aux besoins du client. Ensuite, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi de l'activité dans le nucléaire à l'international. Donc, nous, on a eu la chance de prendre un marché public important. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire et nos clients sont en train aussi de s'implanter dans d'autres pays, comme Framatome est en train de s'implanter aux États-Unis. Et ça, c'est la conséquence de la guerre en Ukraine, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un redéploiement des forces qui fait qu'on peut avoir de nouvelles ambitions? Je pense qu'aujourd'hui, Framatome a vraiment une compétence extrêmement importante sur l'engineering pour fabriquer des équipements nucléaires. Après, c'est sûr que le contexte international fait qu'il y a des nouveaux besoins qui sont en train d'émerger, et notamment un projet qui s'appelle VBR, où là, toutes les centrales nucléaires d'Europe de l'Est, pour l'instant, achètent leur combustible à la Russie.
Et donc, l'État français a demandé à Framatome de pouvoir fabriquer du combustible de manière à ce que ces centrales ne soient plus dépendantes. Sortir la Russie exactement. Merci beaucoup. On reviendra, vous nous expliquerez chacun une pièce que vous réalisez qui peut être un peu parlante pour nos téléspectateurs. Pascal Michaud, donc CEPM Industrie, un groupe d'une quarantaine de salariés, 3 sites, dont 2 à Saint-Priest-en-Jarret. Expliquez-nous l'entreprise et puis là aussi le marché du nucléaire. Assez vite, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Alors, c'est une entreprise que j'ai reprise en 2010, CEPM, puis en 2013 SHMP, puis en 2017 Soremp. On est une quarantaine de personnes. On est spécialisé dans la gestion de projets, dans l'usinage, dans le montage, la peinture, d'outillage spécifique pour l'aéronautique, pour assembler des moteurs d'avion, pour assembler, étalonner des radars. Et notre activité aussi, elle est dans la réalisation de systèmes mécaniques que le client met directement sur ses produits. La défense, nous, ça représente 60% de notre chiffre d'affaires. On fait cumuler 8,5 millions. Et le secteur nucléaire, pour l'instant, on est en train de souffler sur les braises, c'est 5%. Donc, on regarde l'avenir et le nucléaire, notre souhait, c'est de le faire grimper et aussi de faire ruisseler aussi toutes les affaires qu'on peut avoir sur nos partenaires qui n'ont pas la volonté d'être ISO 9001, EN 9100, ISO 19443. C'est-à-dire qu'on permet d'accéder au marché malgré son norme forcément. Voilà, ces marchés, ils sont accessibles, mais avec des réglementations, des normalisations qui sont assez sévères et qui sont lourdes à porter pour les petites structures. Je voudrais que vous me donniez tous les 3 une pièce fabriquée par vous, chez vous, qui est utilisée, alors je sais pas, dans les centrales nucléaires, dans les réacteurs, etc. Qu'est-ce que vous produisez dont on peut parler ici aujourd'hui, qui soit assez parlant pour les gens qui nous regardent? Pour ma part, c'est du côté Framatome, donc des barres d'uranium qui mettent à l'intérieur des cuves. On fabrique des outillages qui servent à étalonner les espaces entre chaque barre d'uranium. Très bien, merci beaucoup. Jacques? Nous, on est en train de se spécialiser dans ce qu'on appelle un grappin de manutention. C'est un élément de levage qui sert à l'antenne, à manipuler des éléments combustibles. Donc en fait, ces équipements sont entre le crochet du pont roulant et puis l'élément combustible, qui est un espèce de gros fagot qui fait 3 mètres de haut. Et donc le grappin va venir attraper l'élément combustible pour le manipuler, soit lorsqu'il est stocké, soit pendant le cycle de fabrication de l'élément combustible. Merci beaucoup. Et vous, Yannick Marcon, Pichon Mécanique? Une de nos jolies pièces, c'est pour Arabelle Solutions à Belfort, anciennement de GE. On fabrique les châssis mécano-soudés qui supportent l'arbre de turbine lorsqu'il est en rotation pour donc effectivement créer l'électricité à base de vapeur issue de l'îlot nucléaire. Merci beaucoup. Nous allons passer à la suite de cette émission. Je vais remercier Yannick Marcon, Pichon Mécanique, et Jacques Patras, PSI, d'avoir participé à cette émission. On va tout de suite parler financement, parce que c'est important, et recherche dans la deuxième partie de cette table ronde. On comprend bien, donc on l'a vu, que la Loire disposait d'entreprises solides et structurées, capables de se positionner, déjà positionnées. On a compris l'esprit collectif de Fusion 42. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire et les banques en général accompagnent la relance industrielle, la relance du nucléaire pour les entreprises du territoire, et comment la recherche et la formation, c'est aussi un point fort de notre territoire, grâce à un témoignage de l'École des Mines. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marion Tessier, chargée d'affaires spécialisée dans les filières stratégiques au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Marion Tessier, bonjour, bienvenue. Bonjour Sylvain. Et face à vous, Anna Camerao, directrice du centre SPIN à l'École des Mines de Saint-Étienne. Merci beaucoup de venir nous voir aujourd'hui. Vous allez nous présenter la recherche qui se fait ici à Saint-Étienne, Corforiel, dans les locaux de l'École des Mines, avec votre centre de recherche. Pour commencer, on va parler financement, parce qu'évidemment, il faut financer le développement, les activités, les entreprises qui se lancent dans ce secteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire
à développer une vraie acculturation dans les domaines stratégiques, notamment le nucléaire, que vous représentez, Marion Tessier, parce que vous êtes chargée d'affaires spécifiquement pour ces clients-là. Tout à fait ça. Il y a quelques mois, la Caisse régionale Loire-Haute-Loire du Crédit Agricole a fait quelques constats assez majeurs, à la fois que les secteurs du nucléaire, de la défense et de l'aéronautique notamment, étaient des secteurs porteurs, dynamiques, avec des perspectives favorables. Et que le second constat, c'est qu'on a pas mal de PME et d'ETI sur notre territoire. Étant un acteur de territoire, justement, c'est dans notre ADN d'accompagner nos clients et nos futurs clients dans la concrétisation de leurs projets. Donc sur des secteurs en plus hyper spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a une manière particulière de travailler avec les industries qui se lancent dans ces secteurs stratégiques. Exactement. C'est des secteurs qui vont générer plusieurs... qui sont très favorables, qui ont des belles perspectives, mais qui génèrent en effet plusieurs problématiques à surmonter. Et une fois que c'est surmonté, les perspectives sont belles. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des barrières à l'entrée. Oui. Et ces barrières à l'entrée, on va retrouver notamment tout ce qui va être financement du parc machine. Il y a des investissements matériels qui sont conséquents à faire, mais il y a également toute la partie qualité, certification à passer, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut un accompagnement à la fois avec l'État, par exemple, mais également les partenaires bancaires. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes acculturé au nucléaire, c'est-à-dire en interne au sein de la Caisse régionale, vous avez décidé de vous former au secteur nucléaire, grâce évidemment à l'ISTP IRUP, qui est un spécialiste dans l'agglomération CFA-ANOS de la formation. C'était important de s'acculturer comme ça pour pouvoir être performant auprès des clients. C'est incontournable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on appréhende en tant que partenaire bancaire et qu'on comprenne ce que ça signifie pour nos clients, leur quotidien, leurs besoins. Et sur ces marchés, notamment, on est obligé de se former, nous, en interne, pour pouvoir prendre des décisions les plus éclairées possibles dans les demandes de financement, par exemple, et dans l'accompagnement au quotidien. Irène Breuil, je vois que vous acquiescez à ce que dit Marion Tessier. Oui, je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir des partenaires financiers qui s'intéressent à des activités un petit peu particulières pour bien comprendre le fonctionnement de tout ça, parce que comme vous l'avez très bien dit, moi je voudrais rajouter aussi que dans ce type d'activité, on a des trésoreries qui ont des temps longs, entre le moment où on va décaisser pour acheter la matière première, où on va faire les essais, où on va fabriquer, où on va livrer le client, se faire payer du client. Voilà, c'est du temps long, c'est ce qu'on appelle du temps long en trésorerie. Et avoir un partenaire financier qui comprend cette activité et qui va comprendre à un moment les problématiques du chef d'entreprise, c'est primordial. Et voilà, félicitations, bravo. Financièrement, c'est compliqué, c'est un secteur compliqué, on en a un peu parlé. Pascal Michaud, quels sont les gros défis en termes de financement ? Les financements, on est des entreprises très capitalistiques, comme le rappelait Marion. Acheter des machines aussi, c'est des centaines de milliers d'euros à la fois. Il y a cette anticipation au niveau du matériel, mais aussi, et surtout, et c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, sur la qualité des compagnons et des gens qui vont travailler avec nous. Et les formations sont longues. Avant qu'il y ait une rentabilité, il faut vraiment miser sur l'avenir. On a besoin de financements aussi importants pour ça. C'est des financements longs, parce que le temps industriel, c'est un temps long. On raisonne sur 6-7 ans. Et c'est aussi une caractéristique des entreprises du territoire, c'est qu'on est encore des entrepreneurs qui prennent beaucoup de risques. Vous l'accompagnez, comment vous couvrez, vous, la prise de risque et ces investissements sur le temps long? J'imagine que ça, c'est aussi c'est une certaine mentalité qu'il faut avoir. C'est un pari que vous faites au Crédit Agricole. Oui, c'est vrai. Après, de toute façon, c'est dans notre ADN d'accompagner nos clients et justement par la compréhension des enjeux, il faut qu'on adapte aussi notre offre. C'est impossible de faire autrement parce que aujourd'hui, notamment sur le nucléaire, on vient de le dire, les temps sont longs et il y a souvent des investissements à faire au préalable pour pouvoir espérer recevoir des commandes. Ces commandes on fait l'investissement, nos clients font l'investissement, on le finance, mais en soi, le chiffre d'affaires n'arrivera peut-être pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et la montée en puissance, en plus, sur ces marchés-là,
arrive également sur plusieurs années. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire. Et donc, c'est à nous, là, de savoir dire, bon, eh bien, on peut vous proposer, par exemple, du différé, des durées d'amortissement plus longues, et le but, c'est de pouvoir répondre comme ça au mieux aux besoins de nos clients. Sur le court terme, c'est pareil. Le but, c'est également d'accompagner au quotidien, parce qu'au-delà des investissements moyen terme, il y a le quotidien, il y a la trésorerie de tous les jours. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on essaye d'appréhender. Et on essaye également d'accompagner nos clients et de leur rappeler à chaque fois qu'on les voit, de leur dire est-ce que vous avez pensé à votre trésorerie, c'est bien d'anticiper. Et c'est là où notre valeur ajoutée aussi en tant que partenaire bancaire. Je voudrais que vous nous parliez du fonds d'investissement pour la souveraineté industrielle, un fonds d'investissement créé ici, localement. Ça, c'est une singularité. Ça veut bien dire qu'il y a un vrai élan local autour du nucléaire notamment, mais des secteurs stratégiques. Oui, bien sûr. La Caisse régionale Loire-Haute-Loire est forte de ses fonds propres et de sa solidité. Et elle a la volonté de pouvoir accompagner à la fois sur ce qu'on appelle du bas de bilan, du moyen terme, des financements court terme, mais aussi sur la partie fonds propres. Et c'est là où le fonds a été créé, doté de 12 millions d'euros, et a pour objectif d'accompagner nos clients dans la souveraineté industrielle. Donc nous accompagnons nos clients lorsqu'il y a des sujets de fonds propres, et nous leur faisons confiance, et ils nous font confiance sur cette partie-là. Merci beaucoup, Marion Tessier, pour ces explications. Irène Breuil, pour parler d'accompagnement, alors on va revenir un peu à ce que nous disions tout à l'heure, Fusion 42, mais il y a un accompagnement financier, c'est-à-dire avec des partenaires comme vous, Marion Tessier. Le partenariat, la mise en place de la Chambre de commerce et d'industrie, de Fusion 42, on prend par la main les entreprises. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer pour Fusion 42 ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va déjà identifier, on va dire, un peu le besoin de l'entreprise, quelles sont ses problématiques, là où elle se situe, peut-être faire des audits, échanger avec le chef d'entreprise et voir comment on peut l'accompagner de la meilleure façon possible. Et ces premières questions qu'on aura posées aussi vont nous permettre de créer des offres qui vont répondre le plus possible à la demande. Et puis, ce que nous aimons faire, nous aussi, à la Chambre de commerce, c'est organiser des événements. Ce que nous avons fait en septembre, par exemple, nous avons fait une table ronde avec 3 entreprises du territoire qui déjà avaient accès au nucléaire, pouvaient parler de leur expérience du nucléaire, expliquer comment elles étaient montées en compétences et encourager les chefs d'entreprise qui étaient là à poser des questions, à voir comment il allait être possible pour eux aussi d'accéder à ce type de marché si leur entreprise était susceptible d'eux et avait envie de le faire. Donc il y a cette partie-là où on discute beaucoup, on échange, on crée des événements, on accompagne, on crée des offres. On a un prochain événement qui aura lieu en décembre à la CCI à Saint-Étienne, où on va mettre à peu près sur le même profil que l'événement précédent, mais un peu différemment quand même, en relation des acheteurs, et des entreprises et des prescripteurs. Donc les prescripteurs seront EDF, Framatome, Orano, etc. Et ça va permettre à nos entreprises d'entrer en contact le plus rapidement possible. Et charge à nous, après, au sein de Fusion 42, d'organiser tout ce qu'on doit organiser pour que nos entreprises aient les meilleurs outils en main pour pouvoir accéder à ces marchés. Une centaine d'entreprises, une centaine de partenaires aujourd'hui au sein de Fusion 42, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a identifié une centaine d'entreprises qui travaillaient déjà dans le nucléaire et qui vont devenir adhérentes de Fusion 42 puisque les statuts sont en train de se finaliser. Marion Tessier, on va peut-être juste une petite 30 petites secondes sur l'assurance. Les assurances, c'est un secteur aussi très compliqué à assurer. Oui, c'est quelque chose qu'on remarque lorsqu'on échange avec les dirigeants. Aujourd'hui, même si c'est un secteur en effet en croissance, il y a un besoin de s'adapter. Et ça, c'est le cas pour tous les partenaires bancaires, y compris partenaires bancaires et assureurs. Et donc, en effet, l'assurance est un enjeu majeur pour les dirigeants aujourd'hui sur ces milieux-là. Merci. Notamment cybersécurité et puis multirisque entreprise. Voilà, il y a beaucoup de sujets et c'est compliqué, mais bien accompagné, ça se passera bien. Merci. Nous allons parler recherche à présent, après avoir parlé financement, après vous avoir présenté des entreprises. Il faut savoir que sur le terrain, il y a des chercheurs qui travaillent, et plus particulièrement Anna Camerao, qui dirige le centre de recherche SPIN, le centre des sciences, des processus industriels et naturels. Bonjour Anna Camerao, bienvenue dans cette émission. Donc un centre de recherche issu de l'école des mines de Saint-Étienne, une des fiertés, un des fleurons, la formation et
la recherche dans le département en France et évidemment à Saint-Étienne. Vous allez déjà nous présenter votre centre de recherche, ce que vous y faites, et on fera un focus ensuite sur le nucléaire parce que c'est intéressant de savoir qu'aussi on fait de la recherche autour de ce secteur stratégique qu'est le nucléaire dont on parle aujourd'hui. Alors Mines Saint-Étienne est présente justement dans l'innovation et dans la recherche de tout ce qui est en lien avec la filière nucléaire. Au travers des travaux de deux parmi les 5 centres de recherche de l'école, donc le centre SPIN et le centre SMS, qui travaillent sur les matériaux et sur les procédés. Le centre SMS travaille sur tout ce qui est matériaux avancés pour la durabilité, la fiabilité et aussi tout ce qui est performance des installations nucléaires. Et puis le centre SPIN travaille sur le cycle de combustible nucléaire, de tout ce qui, donc dans 2 parties, une partie qui va de la mine jusqu'au combustible et puis une autre partie qui va du combustible usé jusqu'au recyclage et au stockage de ce combustible-là. Donc on travaille vraiment sur les grands défis de demain pour les centrales et la manière dont on utilise le combustible pour l'optimiser le plus possible. Exactement. Nous nous appuyons sur et nous nous plaçons à mi-chemin entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Même en termes d'échelle, on vient de voir des images d'une plateforme que nous avons dans le centre SPIN et où sont présentes l'ensemble des opérations nécessaires à la transformation de la poudre pour devenir le combustible. Nous avons aussi une collaboration avec la plateforme Manutech, tout ce qui est fabrication additive pour des pièces métalliques en fait, pour des utilisations aussi dans les installations nucléaires. On a des collaborations fortes avec les donneurs d'ordre en fait dans le secteur, donc notamment avec Orano. Nous avons une convention cadre pluriannuelle sur le cycle de combustible. Avec EDF et Framatome, nous avons une chaire qui s'appelle CIRA sur tout ce qui est, on va dire, analyse de la durabilité des installations nucléaires, des matériaux en fait, qui concernent aussi sa corrosion. Et l'objectif, c'est de pouvoir aller au-delà des 40 ans prévus pour les installations nucléaires, ce qui est le plus habituel. Et après, on a aussi des collaborations sur tout ce qui est nouveau, les SMR, donc les nouveaux petits réacteurs nucléaires qui sont à l'échelle des territoires, notamment sur tout ce qui est nouveaux matériaux. Et on vous sollicite, c'est-à-dire c'est des travaux de recherche qu'on vous commande pour suivre la stratégie nationale? Tout à fait, donc au niveau national et même au niveau régional. Nous avons eu un projet avec l'entreprise Silean sur tout ce qui est, aujourd'hui, tout ce qui est vision industrielle est très utilisé. Et il est nécessaire de faire justement l'analyse de ces images-là pour pouvoir l'utiliser comme un outil de gestion justement de la filière déchets. Pour parler de la formation, parce qu'évidemment, on l'a vu, les opportunités sont énormes, il faudra recruter des centaines et des centaines de collaborateurs. Aujourd'hui, l'école des mines, vous formez des ingénieurs dans le domaine du nucléaire notamment. Est-ce qu'on a une idée des cohortes d'ingénieurs qui sortent de vos murs et qui intègrent ensuite la filière nucléaire française ? On dirait entre 100 et 150 en fait chaque année qui vont intégrer justement les métiers dans le nucléaire. Au travers de différents types de diplômes, en fait, notamment le diplôme génie des installations nucléaires en partenariat avec notre partenaire ISTP. Donc là, poursuivre justement cette demande de plus de professionnels dans la filière, nous avons augmenté de 30% justement les effectifs de cette formation en 2024. Donc ils ne sont pas encore sortis, mais d'ici 1 an et demi, ils seront sur le marché du travail. Aussi, nous avons des collaborations et des doubles diplômes au niveau de tout ce qui est étudiants non salariés. On a un diplôme avec l'INSTN et le CEA, en fait, qui est aussi un partenaire. Et puis après aussi, comme nous travaillons sur la recherche sur des sujets en lien avec le nucléaire, nous avons aussi des docteurs, donc des ingénieurs docteurs qui vont intégrer cette filière-là avec une expertise beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise sur certains aspects.
Est-ce que vous avez une pression supplémentaire au vu de ce qu'on vient de se dire, de la stratégie nationale? Est-ce que vous avez une pression supplémentaire pour aller plus vite et que la France conserve un lead au niveau international en termes de recherche autour du nucléaire? Vous sentez cette pression-là ou pas? Oui, nous sommes conscients qu'en fait, le milieu de l'académique, de l'enseignement et de la recherche, il a une place dans l'innovation, dans la formation. Et donc, du coup, on doit être, on va dire, actif et dynamique pour suivre cette évolution-là, pour pouvoir répondre à la demande. Donc oui, on a de la pression, oui. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, il est temps de conclure cette émission. Nous sommes arrivés au terme de cette première table ronde consacrée donc à la relance du nucléaire et la place que peut y prendre la Loire. Je voudrais vous remercier pour ces échanges intéressants et puis pour cette grande cohésion autour de Fusion 42. Plusieurs d'entre vous, enfin tous, je crois, seront présents au World Nuclear Exhibition 2025 dans quelques jours, début novembre, au Parc des Expos de Paris-Villepinte. Donc pour continuer à vendre à la destination Loire dans le monde du nucléaire. Merci mille fois à tous nos invités pour leurs témoignages précieux, à nos partenaires, à toutes les équipes de TL7 Business, Madame et compagnie, pour la réalisation de cette émission. La Loire a toujours su anticiper les mutations industrielles, s'adapter, être agile. On voit qu'elle est encore en pointe en ce qui concerne le nucléaire. Nous aurons l'occasion de reparler d'autres sujets stratégiques et hyper importants dans le département à l'occasion d'autres tables rondes. Je vous remercie mille fois de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle table ronde. À bientôt. Les tables rondes by TL7 Business avec l'IAE Saint-Étienne, l'école de management universitaire qui forme les managers de demain.